When I say stop, don't move. Bonsoir. When I say get it, Bonsoir. what are you? Bonsoir Béatrice. Hold it now. Si mes chiffres sont bons, il y a 5 femmes au COMEX d'Orange, n'est-ce pas? Ils sont tout à fait corrects. Voilà, sur 15. Sur 15 membres, ce qui nous mène à 35%. J'ai fait des petits calculs dans la journée, c'est le double du SBF 120 par rapport à la moyenne du SBF 120. Et c'est mieux aussi que le CAC 40. Donc déjà, on peut vous féliciter, le groupe Orange. Mais pour vous, à quoi sont dus ces résultats encourageants? Alors, ça fait un moment quand même que nous, on travaille ce sujet de la mixité chez Orange. Je vais commencer par dire et rendre à César ce qui est à César, c'est que les exemples, en général, ils viennent d'en haut. Donc, ça tient à la personnalité de Stéphane Richard, notre patron, qui est convaincu que les choses se passent, que lui, d'ailleurs, à titre personnel, il est plus confortable avec des audiences qui sont mixtes. Et puis, qu'effectivement, il y avait un sujet un peu de déséquilibre qui est particulier à Orange. C'est que nous sommes, ce qui n'est pas une découverte, dans un environnement plutôt télécom technique. Et il y a effectivement assez peu de femmes, malheureusement, dans ces filières-là. Donc on avait en plus, ne serait-ce que pour alimenter nos recrutements et l'équilibre de nos équipes, un besoin de travailler à favoriser les carrières des femmes dans des filières plus techniques. Alors, dans votre métier, la communication, en C'est revanche, un peu l'inverse. généralement, on ne manque pas de femmes. Alors, quel rôle peut et doit jouer la communication en particulier, selon vous, pour la mixité, la diversité, l'inclusion? Alors, la communication, par essence, elle accompagne les transformations de l'entreprise. Donc, évidemment que le sujet prioritaire de la mixité, c'est un sujet sur lequel on travaille et on prépare les esprits. J'ai un peu deux casquettes là-dedans, c'est-à-dire qu'en tant que DIRCOM du groupe, d'abord moi je travaille à assurer une mixité de mes équipes, donc je travaille un peu dans l'autre sens, comme je vous le disais, donc je travaille à séduire des hommes pour venir travailler chez nous et à vanter les métiers de la communication. Au-delà des quotas qu'on évoquait, effectivement, moi j'étais pas non plus complètement adepte des quotas, parce que c'est un peu dommage d'en arriver là, mais il s'avère que c'est tout à fait nécessaire, que ça a démontré son efficacité. Donc ça, c'est plutôt l'apanage des ressources humaines, d'une certaine manière. Je trouve qu'en termes de communication, probablement que le plus profond effort qu'on puisse faire, l'effort le plus marqué, c'est de lutter contre les stéréotypes, les caricatures de tout ordre. Mais il en va de la mixité, j'allais dire, comme la diversité en général, dans des groupes qui sont comme les nôtres, des groupes internationaux, on doit aussi veiller à ce qu'on n'ait pas des caricatures de ce qui est le plus en proximité de nous-mêmes, et par conséquent, de faire un effort de parler au plus grand nombre. Ça commence par parler aux femmes et aux hommes. Alors, vous avez évoqué le sujet des RH. Il y a un grand sujet qui préoccupe aujourd'hui les entreprises, c'est la question de la marque employeur et de l'attractivité pour les talents. En 2017, le baromètre Glassdoor révélait que 63,5% des étudiants hésitent à postuler dans une entreprise qui ne garantit pas l'égalité salariale. Est-ce que du coup, pour vous, c'est aussi un sujet de porter une vision de la marque employeur d'Orange et de faire d'Orange une marque attractive aussi pour les talents et notamment ceux des nouvelles générations? Alors moi j'aurais tendance à dire que ce n'est pas uniquement un sujet de communication au sens de porter le message. Ce qui est le plus important que tout, c'est de le démontrer. Donc vous introduisiez les choses en expliquant que effectivement il y avait 5 femmes au comité exécutif. C'est pas juste un concours de beauté. C'est parce qu'il faut montrer qu'il y a des possibles. Donc nous, on travaille beaucoup, encore une fois, à valoriser les carrières technologiques ou techniques très jeunes, dès le lycée et dès les classes de première. On travaille à démontrer que ça existe. On a l'exemple du comité exécutif qui montre qu'on peut monter jusqu'en haut de l'entreprise, parce que quelquefois, on perd les femmes en cours de route, ce qui est un sujet aussi en soi. Et on tente de leur donner démonstration
plutôt que de faire de la communication, du chemin possible. Donc moi je crois beaucoup tous les sujets de mentoring et tous les sujets de role model, tous ces programmes-là qui montrent que ça existe. Alors justement, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour mobiliser la vocation des jeunes filles vers les filières technologiques et vers Orange, j'imagine, plus précisément? Alors oui, enfin ça passe pas forcément. D'ailleurs, ça aboutit pas toujours chez Orange. On essaye d'en bénéficier, mais pas plus tard que tout à l'heure au déjeuner, on en parlait sur toutes les initiatives qui sont prises dès le lycée pour favoriser l'apprentissage. Et donc d'accueillir, c'est très prosaïque, hein, c'est des tas de projets qui sont poussés en général localement, mais qu'au niveau du groupe, on encourage pour démontrer qu'il y a des carrières qui sont possibles et ouvertes aux femmes. Et puis après, c'est encore beaucoup plus basique que cela, c'est-à-dire que quand on fait des recrutements, on s'impose, en interne comme en externe, d'avoir un quota de femmes candidates. Puis après, on les choisit. Au final, le choix, il se fait sur la compétence. Mais on s'impose quand même d'avoir des quotas de candidats systématiquement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Surtout en interne, encore une fois, on a aussi un corps social qui est encore un peu déséquilibré. Oui, mais malgré tout, ne serait-ce que les écoles d'ingénieurs ne produisent encore que 24% de vivier féminin et beaucoup d'entreprises se les bagarrent. Alors on a parlé de la marque employeur, parlons du client aussi. On sait aujourd'hui que dans les métiers de la communication en particulier, la relation client, elle est devenue très subtile puisque le client est un client influenceur. On espère que ce soit un client ambassadeur, mais ça peut aussi être un client très critique. Est-ce que vous avez le sentiment que le client final a des attentes depuis, je dirais, la pub jusqu'à l'expérience en boutique, en passant par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en matière de diversité, mixité, inclusion? Alors, ça peut l'être, mais c'est pas généralement formulé ainsi. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que absolument tous les baromètres d'image qu'on peut avoir ou toutes les études qu'on fait sur la marque nous démontrent que les attentes de nos publics sont d'avoir autre chose que simplement le bon produit au bon prix au bon moment. Enfin, ça ne suffit largement plus aujourd'hui, il faut ça plus autre chose. Et en tout cas, il faut un engagement sociétal, un ou des, enfin il faut être bon un peu sur tout. Et c'est encore plus vrai quand on regarde les études de marque sur les marques qui revendiquent une position de marque globale, c'est le cas d'Orange, et on le mesure absolument sur tous les territoires sur lesquels on est présent. Donc il y a une attente à la fois d'inclusion de l'entreprise dans la société, au sens large, et une forme d'exemplarité en termes de mixité, et ça se manifeste soit par les programmes de la Fondation Orange chez nous, mais pas seulement, c'est aussi avec une manière de faire du business plus responsable et qui effectivement commence par lutter. Encore une fois, en termes de communication, c'est très concentré sur la diversité, sur la lutte contre les stéréotypes, et de ce point de vue-là, pas systématiquement dans nos publicités mettre des femmes dans la cuisine. Il peut leur arriver d'être au bureau, il peut leur arriver d'être dans des positions qui sont pas tout à fait spontanément celles de l'attribution des rôles, malheureusement encore un peu ancrées dans nos réflexes. Votre discours sur les stéréotypes est très agréable à entendre parce que sur les stéréotypes, ce qui nous est très souvent raconté, c'est que ça se passe dans le tout jeune âge et que finalement c'est l'affaire des parents et de l'école. Est-ce que pour vous, il y a aussi justement un rôle des entreprises à jouer pour contribuer à éduquer évidemment nos enfants, parce que quelque part vous éduquez aussi nos enfants quand vous êtes un média également, et quand ils sont devant la tablette, et oui, moi je fais partie de ces parents qui avouent que parfois l'enfant va devant la tablette. Quand ils sont devant la tablette, vous les éduquez aussi, puisqu'ils ont accès à des contenus. Ça, vous avez tout à fait raison. Après, chez Orange, on n'est pas principalement et pas majoritairement producteur de contenu.
On est un Diffuseur. média, exactement, on est un média où on a une responsabilité au sens où on expose des contenus. Après, on a aussi une responsabilité dans le choix des contenus qui sont produits par d'autres, ça c'est certain. Donc je vous le disais, tout ce qu'on produit, en tout cas en termes de communication, on veille vraiment à ce que ces stéréotypes ne s'affichent pas. Et quelquefois, on s'amuse à les casser dans l'autre sens, ça c'est certain. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est avant tout un sujet d'éducation aussi. Donc ça parle à chacun d'entre nous à la maison, on va dire. On a intérêt à favoriser cela. Et on a quelques moyens, notamment parce que on est très engagé aussi, ce qui est assez naturel, dans l'éducation numérique. On veille beaucoup à équilibrer les publics cibles auxquels on offre ces formations. Et, Vous nous dites un mot des maisons digitales ? voilà, donc il y a ces fameuses maisons digitales auxquelles on contribue beaucoup, mais ça a des formes qui sont extrêmement différentes entre le territoire français, bien entendu, et puis les initiatives qu'on peut avoir en Afrique, mais pour autant, c'est le même esprit, c'est-à-dire mettre à disposition des femmes, puisqu'on sait que c'est elles qui portent encore en grande majoritairement l'éducation de leurs enfants, des outils digitaux en main pour qu'elles sachent passer le relais à la maison. Et voilà, après on a des écoles de code également, ou des sessions de coding qu'on fait de manière soit événementielle dans des grands événements, soit de manière plus continue dans le réseau. On met des locaux à disposition pour pouvoir mener ces ateliers de coding. Et là, c'est pareil, c'est amusant de voir à quel point les générations actuelles sont finalement s'encombrent pas forcément, enfin les générations d'enfants, pardon, s'encombrent pas forcément de ces répartitions hommes-femmes. Là, c'est rassurant de ce point de vue-là, parce que il n'y a absolument aucun frein aux petites filles pour venir s'intéresser au coding. C'est le même attrait que pour les petits garçons, donc ça rassure pas mal. Alors effectivement, vous venez d'aborder la question des freins. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a donné une vision assez optimiste, encourageante des progrès de l'égalité et de la mixité en entreprise. Malgré tout, on sait aussi qu'on peut être confronté, et là c'est à la directrice de la communication interne que je m'adresse, on peut être confronté à certaines résistances, notamment peut-être de la part de publics qui en ont un petit peu assez d'entendre parler de la diversité, de la mixité, éventuellement d'hommes qui expriment le fait aussi que quand on est un homme blanc de 30 ans, hétérosexuel, valide, est-ce qu'on a une chance d'avoir une promotion, etc. Est-ce que vous vous confrontez à ça? Est-ce que vous sentez ça aussi? Alors, encore une fois, c'est pas courant que ce soit affirmé comme tel. On est d'accord. Mais après, on n'a pas la naïveté de penser que ça n'est pas un frein. Bien sûr que ça l'est. Mais c'est aussi, je dirais, aux politiques de l'entreprise de prendre ça en considération et de faire en sorte que ce soit pas non plus... Enfin, il ne faut pas inverser la machine. C'est-à-dire, il faut pas que d'être un homme ne doit pas être un handicap pour autant. Même si statistiquement, on peut le voir comme ça. Mais donc, on essaye de veiller à ce que ça ne le soit pas. Oui, vous avez raison. Mais en même temps, ce qu'on constate, je reviens au sujet des quotas parce que c'est le plus caricatural, mais c'est dommage de devoir en passer par là, mais la réalité des choses, c'est que quand on n'est pas quand on fait pas de discrimination positive, naturellement, dès qu'on relâche l'effort, eh bien, la dynamique se ralentit. Donc ça, c'est effectivement un constat qu'on peut faire à l'échelle des 20 ou 25 dernières années. Je dois dire que il y a 25 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut structurer les choses, il faut des quotas, il faut des réseaux qui alimentent en fait en permanence cette énergie positive pour donner les mêmes chances aux femmes et aux hommes dans l'entreprise. Et comment on fait passer la pilule des quotas? Parce que ça peut grincer. Il faut un porte-parole, il faut quelqu'un qui y croit, il faut des convictions, il faut de la répétition. Nous, on a un ambassadeur qui s'appelle Stéphane Richard, ça aide. Effectivement, dans l'entreprise, je n'ai pas de recette magique. Je pense que toutes les organisations doivent avoir
un moyen d'y arriver, en tout cas. Il y a quand même un contexte de société, un contexte externe qui favorise de plus en plus des évolutions dans ce domaine. Et moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, il y a sûrement des cas des cas individuels qui sont contraires à ça, mais en tout cas, les freins dont on parle, ils existent, mais ils ne sont plus affirmés comme tels. Et en tout cas, on n'est plus dans un contexte où on peut les affirmer ou les revendiquer comme ça. Donc, des freins durs, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, en tout cas qui le revendiquent, comme vous disiez. Donc, on n'a pas besoin de les convaincre. On a besoin d'être persévérant. On a besoin de le démontrer que c'est possible. On a besoin de démontrer aussi que cette mixité est souhaitable et profitable à l'entreprise. Donc vous êtes plutôt optimiste. Je suis définitivement optimiste. Merci beaucoup, Béatrice. Merci.